de l'expertise et du modèle de l'expertise et de la diffusion des connaissances scientifiques. Je crois qu'il y a un premier modèle. Moi, je viens un peu du monde de la recherche comme Robert, sur l'exposome, sur les produits chimiques et les polluants atmosphériques. Et le modèle classique là-dedans, c'est celui d'ailleurs du National Toxicology Program américain, c'est les chercheurs qui identifient les dangers, c'est-à-dire le problème potentiel, qui quantifient le risque, 1000 décès, 2000 décès, tant d'accidents vasculaires cérébraux. Et puis ensuite, il y a une séparation, et c'est la société et les décideurs qui gèrent le risque. Donc voilà, identifier le danger, quantifier les risques, et puis gérer le risque, ça se fait de l'autre côté. Mon opinion personnelle, sans être sociologue du risque, et il y a des très bons spécialistes ici autour, c'est que ça ne marche pas très bien quand même pour des problèmes complexes, tels que par exemple le problème de la pollution atmosphérique par les particules fines, où les scientifiques disent, moi j'ai vu quand je suis rentré dans ce domaine, il y avait déjà largement assez de connaissances pour lutter fortement contre ces particules fines. Ils disent voilà, 48 000 décès chaque année dus aux particules fines. Et puis les politiques ont compris qu'il fallait faire quelque chose, ils font quelque chose, et puis ils font un plan où quand on le regarde, on voit que ça s'attaque juste au pic de pollution, où ça va faire baisser de 0,2 microgrammes par mètre cube la moyenne. Moi, quand j'ai débarqué dans le domaine, je voyais des cartes, c'était tout rouge au début, puis ils faisaient leur plan et ça devenait tout vert, et j'ai dit comment ça devient tout vert? En fait, la valeur moyenne était à 20,1 microgrammes par mètre cube de particules fines, et puis après le plan, ça passait à 19,9, pardon, 25,1 et 24,9, le seuil étant à 25, c'était tout vert du point de vue réglementaire, c'est-à-dire que, disons, les préfets sont contents, sauf qu'ils avaient oublié que la relation dose-réponse mise en évidence par les épidémiologistes est complètement linéaire, donc le bénéfice sanitaire d'une diminution de 0,2 microgrammes était très limité. Donc ce modèle, on peut dire qu'il a ses limites, et le nouveau modèle est le modèle que je pense les climatologues, et ce qu'on pourrait du coup appeler le modèle du GIEC, nous propose. C'est un modèle qui est un tout petit peu plus complexe, où il y a toujours l'identification des dangers qui est faite par les scientifiques, la quantification du risque, et puis il y a aussi l'identification d'options de gestion qui est faite par les scientifiques, et je dirais probablement en interaction forte avec la société, parce que les scientifiques ne sont pas omniscients sur les différentes idées à explorer. Il ne s'agit pas de demander aux scientifiques de trancher, mais voilà, de même que le GIEC va faire de même que les scientifiques vont faire des scénarios climatiques, on peut faire le scénario où on mange tous des légumes et on arrête de manger de la viande, ou bien un scénario où on se déplace à pied, ou tout un tas de scénarios qui arriveraient à un même niveau d'émission de carbone. Donc ça va plus loin que de dire il y a un problème et il y a tant de décès, mais c'est voilà 5 options de gestion qui ont toutes la même efficacité, et après la société et les décideurs tranchent entre ces différents scénarios. Donc c'est important, je pense, que les scientifiques aillent au moins dans cette partie de l'identification précise et de l'évaluation scientifique, sanitaire, environnementale des options de gestion. Très très rapidement, mais c'est juste pour répondre à la question de quelle doit être la part du changement individuel et du changement collectif. Ça a été quantifié, alors ça vaut ce que ça vaut, mais par le groupe Carbone 4, qui est un groupe d'experts sur le réchauffement climatique, et à peu près au maximum 25% du changement pourra venir des changements individuels, et donc il y a vraiment 75% du changement qui va être sociétal. Donc ça donne un petit peu la notion de l'importance du rôle politique justement dans les décisions à prendre, et l'importance que des groupes de professionnels peuvent avoir, parce qu'on est quand même un peu écouté par les gouvernements. C'est un levier très important. Enfin, juste pour compléter, quand on dit changement individuel, peut-être que ça ne parle pas très bien. Ce qu'a regardé Carbone 24, c'était... C'est pas Carbone 24 Carbone 4, pardon, c'est Carbone 24. Du coup, ils ont regardé le régime, si les personnes, si tout le monde se mettait à avoir un régime flexitarien, donc ça veut dire avec la viande qui devient un aliment ponctuel, la viande des poissons, un aliment ponctuel et pas présent à quasiment tous les repas. Si on développe plutôt le covoiturage, si on arrête, je crois, d'acheter neuf, et si les personnes aussi contribuent à mieux isoler leur logement, notamment avec les fenêtres et en ayant des chaudières qui consomment moins. C'était grosso modo les items qui étaient amenés. Je pense que pour ce qui est de la communication aussi,
c'est plutôt des mauvaises nouvelles. Enfin, je veux dire, quand on montre tout ça, c'est pas réjouissant. Et il y a une partie de la population qui ne veut pas entendre, qui dit c'est dans 20 ans, etc. C'est des modèles. Souvent, ce sont des modèles. Et ceux qui savent un peu nous rappellent le modèle de la vache folle, etc., qui ont complètement foiré. Donc et donc, il y a un certain scepticisme, d'autant qu'on n'a pas envie, franchement, de croire. Et puis, il y a des gens qui vous disent, c'est vrai, mais vous ne montrez jamais les effets potentiellement bénéfiques du changement climatique. Après tout, le Groenland, quand même parler du Groenland, mais ça va devenir un endroit où on va pouvoir vivre, etc. Et les Américains, quand je discute avec... Je parle des Américains, enfin citoyens américains, ils ont une conviction, certains ont vraiment la conviction, on trouvera des moyens technologiques pour réparer tout ça. Enfin, je veux dire, donc je pense que dans notre communication, il ne faut pas d'abord négliger, il ne faut pas qu'on cache l'incertitude. Il faut même la présenter de manière extrêmement honnête. C'est vrai que ça peut être utilisé pour dire, écoutez, ils ne sont pas sûrs, donc voilà, on ne va rien faire. Mais je pense que en tant que scientifique, on se déconsidère si on cache l'incertitude. Je pense qu'il faut l'exposer, il faut dire, maintenant, est-ce qu'on a envie de prendre ce risque-là et puis continuer là-dessus. En général, les gens entendent ce discours, je crois. Sur la com, il commence à y avoir pas mal de ressources quand même disponibles. Il y a des travaux de Columbia, il y a un guide de Columbia sur la psychologie du changement climatique qui parle que de la com, et notamment des incertitudes, et qui est super intéressant parce qu'ils illustrent bien comment la culture de l'incertitude dans le monde scientifique et la culture de l'incertitude dans les autres cercles est différente, et que quand les scientifiques parlent d'incertitude, ce qu'ils disent n'est pas du tout compris de la manière dont leur message passe complètement à côté parce que les cultures sont très différentes. Et moi je pense qu'effectivement il manque des disciplines et il manque aussi je pense qu'il manque aussi sur cette question de la communication, il manque aussi les artistes, il manque aussi, c'est pas qu'un problème scientifique, en fait c'est un problème de toute la société et il faut emmener tout le monde. On a des ados. Heureusement qu'ils sont là, on les ados, parce que n'empêche que eux, en termes de sensibilisation... Je sais pas de quel ado tu parles, mais il y en a, ça marche pas du tout. Ça dépend. Attends, justement, il faut voir comment... Attends, c'est une vraie... Sacrée publicité, quand même. On va regarder le cas pour la oui, mais bon. Mais finalement, après, moi je suis pas chercheur, mais du coup j'ai plutôt utilisé les travaux des chercheurs. Je trouve qu'aujourd'hui, les grosses difficultés pour moi, c'est l'interdisciplinarité. Dès qu'on essaye de monter des travaux en interdisciplinaire, c'est extrêmement compliqué. Déjà parce qu'il n'y a pas forcément les structures, ne serait-ce que là on est en train de travailler avec des collègues pour répondre à un appel d'offres. En fait, c'est difficile de rentrer dans les cases, ça pose des problèmes de validation, enfin, c'est vraiment compliqué. On voit qu'il y a chacun un effort à faire sur lui-même pour se dire que oui, il va collaborer avec d'autres gens qui n'utilisent pas le même vocabulaire, qui n'ont pas la même vision des choses, qui vont challenger, qui ne vont pas comprendre, et tout ça aujourd'hui c'est un peu sous-estimé. Et puis l'autre difficulté, c'est à quel point les travaux des... en fait, je pense qu'on ne dit pas assez souvent, enfin nous à Santé publique France on le dit tout le temps, mais on ne dit pas assez souvent qu'on en sait assez pour agir. Vraiment, et du coup, le nombre de fois où les politiques, avec Rémi, on était à une journée sur la pollution de l'air, le nombre de fois où des décideurs ont dit « Ah non, mais on voit bien qu'il faut faire plus de recherche ». Et oui, c'est vrai, il faut faire plus de recherche, mais il ne faut pas attendre qu'elle soit faite pour agir. Et ça, je trouve que en termes de com, il y a aussi ce sujet-là qui devrait être discuté. Et puis le dernier point où aussi forcément il faut s'interroger, en tout cas moi je m'interroge beaucoup, c'est l'image qu'on donne aussi. Parce que moi j'ai beaucoup voyagé comme tous les gens qui font de la science, on fait des conférences à droite à gauche et puis on dit aux gens c'est pas bien et il ne faut pas polluer. Et à un moment donné il y a cette question-là aussi qui forcément doit être sur la table, de la pollution générée par la science, qui est aussi une question importante. C'est pas que une question d'image, hein. Même si personne ne nous regardait, il faut qu'on s'interroge directement sur qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Enfin, tout à l'heure il a été dit que les 75%, 75% de l'effort venait de
puissance publique et 25% de l'individuel, mais en fait, on continue à avoir un besoin de communication pour que le public accepte les décisions qui seront prises et qui seront désagréables. En fait, typiquement, quand il y a eu une augmentation du prix de l'essence, c'est une mesure qui est nécessaire, mais comment on fait pour qu'elle soit acceptable? Et il faut que les gens soient convaincus que c'est pour leur bien. Et c'est pas évident à faire passer comme message, que surtout qu'en fait, c'est pas pour leur bien, c'est uniquement pour leur bien de leurs enfants. Ouais. C'est ça la difficulté aussi de la lutte contre le changement climatique, c'est que personne n'a intérêt pour lui à lutter contre le changement climatique. Parce que pour les gens qui sont dans cette salle, pour moi en particulier, qui suis plus vieux que la moyenne, je n'ai pas du tout intérêt à lutter contre le changement climatique, je n'en verrai pas les bénéfices. Donc j'ai intérêt à le faire uniquement si je pense à des gens qui éventuellement ne sont pas encore nés aujourd'hui. C'est pas facile. Hein. Et si on rend visible l'éco-bénéfice? Parce que l'éco-bénéfice potentiellement... Ouais. Si. On peut pas ignorer. Non, mais il y en a, je suis d'accord qu'il y en a, qu'il y a des bénéfices. Mais les gens, ils aiment bien avoir le choix. Alors, donc si tu leur dis, mais on va vous obliger à prendre le vélo, et vous allez voir, ça sera vachement mieux pour vous. Je pense que c'est facile. Moi, je prends le vélo pour aller tous les jours au boulot, mais je peux te dire que dans le laboratoire où je travaille, il n'y a pas 20% des gens qui peuvent le faire, parce qu'il y a 100 mètres de dénivelé pour monter, quoi. Hein, donc, ça... Voilà. Donc, non, mais le vélo électrique, c'est bien, mais c'est pas vrai que c'est pour tout le monde, quoi. Non, mais par contre, il suffit d'aller en Hollande pour se rendre compte que c'est ça. Franchement, c'est pas les problèmes de plateau de Saclay. Il y a des questions très spécifiques. Mais le jour où il n'y aura plus que le plateau de Saclay et la butte Montmartre qui seront avec un problème, restera dans le Et Grenoble, c'est très plate. Grenoble est plate. Donc vraiment, enfin, le jour où la métropole où Paris, ce sera une ville où ce sera possible qu'il n'y ait pas de bruit dans les rues et qu'on pourra se déplacer comme à Tokyo, les gens ils seront ravis, vraiment. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à prendre le métro à Tokyo, tout le monde le prend, on a envie de boire dans les toilettes, enfin il y a des toilettes. Non mais il faut réaliser, il faut regarder une carte du métro, des systèmes de transport qu'il y a dans les villes civilisées, entre guillemets, quoi. Ça c'est super intéressant, c'est que aujourd'hui on parle des comportements individuels que comme si c'était un moment, une personne qui se réveille le matin avec l'illumination et qui se dit je vais tout changer, mais il y a tout le travail sur les environnements pour rendre ces changements possibles. Et ça, typiquement, c'est la mission de la santé publique, d'inciter, de favoriser ces travails. Et la question du vélo, c'est un super exemple. S'il n'y a pas de piste cyclable, s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas de formation pour les gens qui n'ont jamais fait de vélo, c'est sûr qu'on aura du mal à décoller. Maintenant, il y a quasiment, je ne me rappelle plus le pourcentage, mais en France, par exemple, un problème majeur, c'est l'inactivité physique des femmes, au-delà d'une trentaine d'années, même avant, où il y a quasiment personne parmi les femmes en France qui respecte les recommandations de l'OMS en termes d'activité physique. Aidons-les à faire du vélo. Après, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui ne savent pas faire du vélo, tout simplement. Donc, et tout ça, mettre en place des programmes, ce genre de choses, c'est de la prévention, c'est de la promotion de la santé, et c'est pas du militantisme, c'est la base du travail. Je pense que c'est la base de notre travail. À Grenoble, il y a des formations remises en selle, ça s'appelle. La métro, c'est la métro qui subventionne ça, la métropole de Grenoble. La première priorité, c'est de ne plus aller regarder à quoi ressemblent les toilettes à Tokyo. L'économie, franchement. Tu es grillé. J'ai vu ça sur YouTube. Du coup, pour revenir à la communication et comment convaincre au mieux et plus facilement, c'est vrai que les jeunes générations, alors je sais pas, mais moi j'ai aucun souvenir qu'on m'en a parlé du changement climatique au collège peut-être ou au lycée une fois comme ça, mais vraiment pas en problème majeur, c'était vraiment qu'est-ce que tu veux faire plus tard et les risques et le mal. C'était plutôt ça l'ambiance, donc du coup tout ce qui est santé, prévention, c'est clair qu'au lycée on est très très en retard, au collège aussi. Et c'est vrai que les problèmes climatiques, moi les souvenirs que j'ai, et voilà, c'est peut-être plutôt la primaire où on fait faire des petits ateliers et encore, alors aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il en est des programmes scolaires,
Mais moi, alors je fais quelques babysitting, alors des fois je demande ou je regarde les devoirs et tout, mais en fait il n'y a rien, il n'y a même pas un vocabulaire de l'environnement, il n'y a même pas... Enfin, c'est sans éducation de la santé, mais déjà une éducation de l'environnement. Alors les enfants qui sont dans des familles qui font le tri, qui ont des poubelles de tri chez eux, et machin, très bien, ils ont une petite notion de ne pas jeter par terre, de passer. Mais des enfants qui sont dans des familles qui ne s'y intéressent pas parce que c'est pas les objectifs, enfin, c'est pas les priorités, avant qu'ils, eux, s'y intéressent et s'y engagent personnellement, bon, bah, avec les réseaux sociaux, ils arrivent à voir quelques infos, mais je ne sais pas si l'éducation nationale a prévu un plan d'éducation clairement à l'environnement de base, et puis peut-être plus tard à la santé environnementale ou quoi. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression, de ma génération, bon, c'est 25 ans, donc voilà, mais en dessous de 20 ans, j'ai vraiment l'impression qu'ils ne sont pas connectés à tout ça, et bon, j'ai l'impression que c'est plus 25-35 où on prend le temps d'y penser, mais alors je sais pas, peut-être c'est juste la jeunesse qui fait ça, mais je sais pas. C'est peut-être plus, enfin je sais pas si c'est vrai pour tout le monde, je pense qu'il y a quand même des motifs comme ça d'être un peu inquiet, mais il y a quelques motifs d'espoir chez certains. Moi je vais vous donner un exemple, enfin ça c'est pas pour les enfants, mais la PHP, enfin grosse institution, etc. Hier on avait notre première réunion d'un bureau santé-environnement à la PHP, donc il y a quelqu'un qui s'y intéresse, qui a un développement durable à la PHP, qui m'a contacté, et ce qui était bien, c'est qu'il y avait des personnels, de toutes sortes de personnels, il y avait pas mal d'infirmières, il y avait des directeurs, il y avait des anesthésistes, des médecins, pas beaucoup de médecins en fait, beaucoup plus de sages-femmes, et ça, je pense c'est bien, c'est un début, et je pense que il commence à y avoir des activités sur des éco-maternités, comment on peut faire en sorte que les maternités... Ça joue beaucoup parce que chaque maternité d'un hôpital est en lien avec des sages-femmes qui sont en dehors, il y a des réseaux. Et si on commence à dire faites attention à ceci, faites attention à cela, ne mettez pas n'importe quelle crème, ne prenez pas... Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour qu'il y ait moins de perturbateurs endocriniens. Les anesthésistes ont un problème de gaz anesthésiants qui peuvent limiter au maximum, et il faut que l'administration les écoute. Et donc il y a un effort dans ce domaine. C'est des activités extrêmement pointues, c'est du détail parfois, ça peut paraître, mais en fait, même à la PHP, il y a quand même des activités dans ce sens-là, et je trouve que c'est quand même... Je pense que le mouvement des citoyens peut venir imposer comme ça des solutions un peu partout. Alors, dans certains hôpitaux, ça marche très bien, dans d'autres, ils s'en foutent un peu, donc ça dépend aussi de l'administration, mais je pense par jalousie, par contact, par ceci, ça finira peut-être par se faire. Je faisais partie des deux travaux. Voilà. Très bien. Je donne la parole à Solène. Donc moi je suis gynécologue, je travaille à la maternité de Bicêtre, et on a il y a un groupe développement durable au bloc opératoire. Mais on a énormément de mal à avancer parce qu'en fait on a des barrières administratives, hygiénistes, si on fait un tri de déchets, on ne peut pas transporter cette poubelle-là parce qu'il faut mettre des personnels formés, il faut transporter un type de poubelle, le mettre dans un locaux particulier, tout ça, donc c'est hyper dur d'avancer. Et l'autre chose, c'est la mobilisation. Donc il y a la mobilisation hospitalière citoyenne il y a quand même de la dynamique, et effectivement il y a pas mal de gens qui sont assez intéressés. Et la mobilisation étudiante qui est assez importante, et effectivement les étudiants ils sont demandeurs d'être formés, les étudiants de niveau supérieur, et nous on a essayé d'instaurer un programme potentiel sur les enjeux climatique à l'Université Paris-Sud qui a été un peu mis de côté pour l'instant, peut-être ça va marcher, mais en tout cas qui a été instauré à l'Université Paris, et on va faire un petit enseignement qui est optionnel sur une vingtaine d'heures à peu près pour aborder ces enjeux auprès des étudiants en médecine. Et du coup, je pense qu'il faut se motiver en tant qu'enseignant à faire ce genre d'initiative. C'est très bien. Alors, il y a un petit workshop le 17 octobre matin, surtout avec Martin Hirsch qui inaugure, sur santé-environnement, comment l'AP peut aborder les problématiques santé-environnement. Donc, il y a un mouvement dont vous pouvez peut-être maintenant faire appel à la direction pour vous aider. Et puis, il faut que ça commence à un endroit. On a eu un exemple de quelqu'un de Mondor qui monte un bloc, c'est impressionnant le nouveau bloc opératoire d'Henri Mondor, c'est vraiment impressionnant.
Alors avec cette idée en tête que l'anesthésie, ils n'ont pas pu empêcher qu'il y ait quand même une voie pour les gaz, mais en fait ça reste vide. La voie reste vide au cas où un jour on a besoin, etc. etc. On a réduit l'équivalent de 700 allers-retours vers New York avec le gaz. Bon, bah écoutez, c'est très bien. Voilà un bel exemple. Oui, mais maintenant il n'y a plus de problème parce que Air France va planter des arbres pour... Juste pour étayer un petit peu aussi compléter, quand on parle des mécanismes sur lesquels pour mobiliser les personnes, il ne faut pas oublier que finalement l'homme est profondément un coopérateur conditionnel. Et c'est ce que vous disiez quand vous disiez que quand on a augmenté le prix du carbone, le prix du pétrole au carburant, ça a créé ce qu'on sait. C'est que l'homme étant un coopérateur conditionnel, on a beaucoup plus tendance à accepter les changements s'ils nous paraissent justes et que tout le monde les fait. Et là, je pense que ce qui a péché, mais après, je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste en politique, mais c'est que finalement, on n'a pas non plus taxé les gros pollueurs. Et donc, il y avait aussi un sentiment d'injustice. Et donc, si on ne prend pas en compte ces mécanismes clairement en nous de coopération conditionnelle, c'est difficile de faire passer des mesures si tout le monde ne met pas la main à la base. Ouais. Puis sans parler là, dans ce cas-là, il y a aussi le problème vraiment de la compensation. Moi, je ne suis pas économiste, mais si vous lisez ce que les économistes recommandent, c'est effectivement, on ne pourra pas échapper à quelque chose, quel que soit son nom, qui s'apparente à une taxation carbone, mais il faut qu'elle serve notamment à compenser ces effets négatifs sur la qualité de vie des plus démunis. S'il n'y a pas de redistribution en même temps, c'est vrai que l'acceptabilité a peu de chances de progresser. Enfin, des plus démunis ou des gens qui n'ont pas le choix, touchés par ce type de mesures, parce qu'à Paris, en fait, on s'en fout, beaucoup, alors qu'effectivement, à la campagne, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est vrai qu'il ne faut pas du tout que ça soit perçu comme des injustices, parce que c'est quand même, il me semble que ça, c'est quand même quelque chose qui est souvent à l'origine aussi de la, entre guillemets, résistance. Il y aura toujours des perdants et des gagnants, faut pas rêver. Hein. Il y aura des injustices, il y aura des gens qui seront... il y aura des gens qui seront perdants. Je veux dire, faut arrêter. Le rôle de la politique, c'est de limiter ou d'un peu atténuer les effets négatifs d'une politique. Donc de faire en sorte que les perdants perdent un petit peu moins et qu'on redistribue un peu s'il y a une taxe carbone, que ceux qui sont en milieu rural, ils aient une amélioration de leurs conditions de transport. Et ceux qui ont une grosse voiture, donc il faut qu'ils perdent un peu moins Non, ceux-là, ils paieront plus. Typiquement, celui qui habite à 30 km de son lieu de travail, est-ce qu'il doit perdre pour qu'il s'en rapproche, ou est-ce que tu lui mets une compensation pour qu'il puisse continuer à prendre la bagnole? Moi, je crois qu'il faut qu'il perde. Soyons clairs, il faut que les gens qui habitent loin de leur lieu de travail perdent par les mesures, pour changer les comportements. Oui, mais d'autant plus qu'il peut se le permettre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est défavorisé, il n'a pas les moyens de déménager. Donc cela, il faut qu'il ait, en tout cas l'idéal ce serait qu'il ait des moyens de transport alternatifs ou des transports gratuits, etc. Il faut faire des tas d'autres choses en même temps. On a 5 minutes, on a une question, Alexandre. En fait, c'est aussi une contribution sur les aspects de justice. Quelque chose qu'on n'entend pas du tout, c'est les questions de justice climatique. En effet, c'est intergénérationnel, mais c'est aussi intragénérationnel. Il y a déjà des éléments qui disent que des migrations en Afrique subsaharienne, elles sont déjà provoquées par des changements climatiques. Donc je suis d'accord, les gens doivent perdre un peu pour changer, mais vous ne pouvez pas éluder complètement la question de justice. Et quand vous montrez des graphiques qui commencent au XVIIIe siècle, ce qui a été en parallèle de l'augmentation des émissions de carbone, c'était un système qui est parti de l'esclavagisme, ça a été aboli, ensuite c'était la colonisation, ça a été aboli. De nos jours, on est toujours dans une forme d'impérialisme où, pour aller chercher les ressources dans ces pays-là, on vend des armes à d'autres pays, on maintient des dictatures. Tout ça, ça fait partie du problème. Vous regardez le problème à partir de changements climatiques, qui va jusqu'à la santé. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté sur le fonctionnement économique, sur notre fonctionnement de la mondialisation internationale, le rôle de la France, de notre gouvernement? Ça, c'est des choses qu'on n'a pas entendues du tout aujourd'hui et je pense qu'on ne peut pas les éluder. Et la question de justice, elle est centrale parce que, comme disait Alice, il faut que les choses soient justes. Les systèmes de taxation, il faut qu'ils soient progressifs. Il ne faut pas que ce soit les plus pauvres qui les portent, mais il faut que ce soit les plus riches. Et ça veut dire des systèmes de taxation internationale. Et comme vous le savez, vous les avez discutés au niveau de la COP21, pour le moment, ce n'est pas possible. Donc,
vous, en tant que scientifique, vous faites des recommandations à des politiques qui ne peuvent pas les mettre en œuvre parce qu'ils sont pris dans des intérêts supranationaux avec l'intérêt de certaines multinationales et compagnies. Donc je pense qu'il y a un devoir pour les scientifiques aujourd'hui d'aller directement dans des engagements plus radicaux et directs avec la société. Donc moi je vous dis ça de mon point de vue d'un infirmier. J'ai été aussi chargé de projet cette année, j'ai étudié. Donc je suis un bébé chercheur et quand je vois ça, on oublie tellement de parties de l'équation. On parle d'approche holistique, d'approche de système complexe, on n'en a pas parlé aujourd'hui, ça existe, il y a plein de gens qui poussent à ça, de participativité, d'augmentation de la démocratie. C'est des choses qu'on n'a pas entendues aujourd'hui. Et on devrait les entendre ici. Ben, on fera saison 2. Saison 2. Et après, on va manifester. Je crois qu'on a... Il y a encore une question. Je suis désolée, on va s'arrêter là. Saison 2 pour la suite des questions. Je terminerai juste sur... Il y a la suite des choses pour ceux qui le souhaitent. Et je voulais juste vous dire une chose, c'est que je vous rappelle que l'article 1 de la Charte de l'environnement, qui est un texte à valeur constitutionnelle, donc qui est le texte qui a la plus grande force dans la hiérarchie des normes, l'article 1 de cette Charte de l'environnement, c'est chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de sa santé. Voilà, que cette réflexion aussi puisse nous animer à la suite de ce séminaire. Merci beaucoup, Ceste. Merci à vous.